messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre espace Sangor pour la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2021-2022 à Jean-Claude Agrobiotech. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints en présentiel. Nous témoignons ainsi de votre attachement et nous vous en remercions. La cérémonie va débuter et pour son bon déroulement, merci de mettre votre téléphone portable en mode silencieux. À l'issue de cette séance, je vous prierai également de bien vouloir laisser les autorités académiques et personnalités des premiers rangs quitter la salle pour le verre de l'amitié que nous partagerons dans la salle d'à côté et dans le chapiteau qui est installé à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne séance académique et laisse immédiatement la parole au doyen, le professeur Frédéric Francis. Bien, messieurs les ambassadeurs et représentants d'ambassade, monsieur le recteur, monsieur le député bourgmestre, monsieur le député fédéral, mesdames et messieurs les députés régionaux et provinciaux, autant pour moi. Ça fait longtemps aussi qu'on a eu l'occasion d'avoir ce genre de discours et d'énumération. Mesdames et messieurs les échevins et conseillers communaux, monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le chef de cabinet, mesdames les vice-rectrices, madame la directrice présidente, madame la doyenne, messieurs les doyens, monsieur le vice-recteur honoraire, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers étudiants, chères étudiantes. Cette cérémonie d'ouverture de l'année académique sur le campus de Gembloux est un retour à nos habitudes, pas encore totalement conventionnelles, mais en présentiel, l'essentiel des relations humaines. Cette édition, toujours dépendante de la situation Covid-19, nous a imposé une logistique d'inscription Covid Safe Ticket et de limitation du nombre de participants. Le souhait de l'équipe des Canals a été de permettre au plus grand nombre d'assister physiquement à cette séance académique, mais en tenant compte des conditions sanitaires autorisées. Nous ne doutons pas que ceux qui ne peuvent assister à la partie académique rejoindront le second moment convivial de la symbiose jean-boutois entre anciens diplômés, les bourgeois, et étudiants en pensant à notre faculté et son esprit familial. Cette séance, bien qu'encore particulière dans sa forme, redevient sur le fond un moment afin de partager avec force les liens qui nous lient au sein de la communauté jean-boutoise. Ces 18 derniers mois ont perturbé notre alma mater comme jamais nous ne l'aurions imaginé. Le thème de cette nouvelle année académique est l'alimentation miroir de la société, pour illustrer la beauté des diverses réalisations sur le campus en lien avec ce sujet, sans oublier la sagesse des lieux, nos vieux murs de Gembloux. Permettez-moi d'évoquer maintenant la mémoire des membres de notre communauté universitaire disparus au cours de l'année académique écoulée. J'ai à cœur d'évoquer ici la mémoire de Jean-Claude Gilson, premier agent spécialisé en chef en entomologie, Guy Merget, chargé de cours en phytotechnie tropicale et agroécologie, Alphonse Nanson, professeur en gestion forestière, Michael Pichouguin, premier agent spécialisé en gestion des ressources forestières, Jean Semal, professeur ordinaire en phytopathologie, vice-recteur et doyen honoraire, Dimitri Xantoulis, professeur en hydrologie et hydraulique agricole. Aux familles, nous réitérons nos sincères condoléances et je vous demande un instant de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans une communauté après avoir servi de leur mieux Jean-Claude Agrobiotech, les plus anciens s'en vont pour une retraite bien méritée. Cette année, 9 membres du personnel ont été admis à la retraite. Il s'agit de mesdames et messieurs Françoise Collin, premier agent spécialisé principal au service accueil et information, Alain Devac, premier agent spécialisé en chef en physique des biosystèmes, Bernadette Destré, premier attaché au service des finances puis à Terra, Didier Lurquin, premier agent spécialisé en chef à l'Axe Plant Science, Michel Mourco, agent spécialisé au secrétariat des conseils,
Michel Nutink, premier agent spécialisé en microbiologie, Sabine Rouard, premier agent spécialisé en chef au service des finances, Micheline Van Den Bol, professeur ordinaire en microbiologie, et Claude Van Rontergem, agent spécialisé en chef au service des travaux. À chacun et chacune, nous adressons notre sincère remerciement pour tant d'années passées au service de la faculté, pour votre dévouement et les compétences que vous avez mises au service de notre communauté. Nous vous souhaitons une retraite épanouissante et active. Je vous propose de les applaudir. De nouveaux collègues ont également rejoint notre famille jean-boutoise. Il s'agit de Hossein Azadi, chargé de cours en agroéconomie au sein de l'axe modélisation et développement, Henri Chopin, premier agent spécialisé en biosystème dynamics et échange, Vincent Ballot, premier agent spécialisé au service relations extérieures et informations sur les études, et Laurent Delfos, premier agent spécialisé au service des finances. Bienvenue à ces nouveaux collègues au sein de notre communauté universitaire jean-boutoise. Mesdames, Messieurs, l'année académique 2020-2021 a été une année exceptionnelle à plus d'un titre. Nous avons organisé une remise de diplôme le 1er juillet dernier, soit 8 mois plus tard que prévu, mais dans un cadre d'exception, la cour d'honneur et le palais abbatial, symbole de notre faculté, avec un retour attendu aux relations directes. Si les présentations de thèses de doctorat ont longtemps dû être organisées en visioconférence, nous réassistons depuis le mois de mai à des défenses publiques en présence physique. La fréquence reste soutenue, menant à un taux d'un docteur diplômé par semaine, ce qui fait de notre faculté l'une des plus fécondes au sein de l'Université de Liège. Alors, Jean-Blou Agrobiotech, c'est aussi une communauté active qui s'illustre dans une diversité d'initiatives démontrant la force de ses ressources humaines. Bien que la deuxième édition du Fac Trophy, comme un moment de partage entre tous les membres du personnel du campus dans le cadre d'épreuves sportives, n'a pu être organisée ni en 2020 ni en 2021, une initiative de la ZAG avec le soutien de l'équipe des Canals a été un succès. Objectif Fac. Pendant 15 semaines, 500 étudiants et membres du personnel répartis dans 25 équipes ont accumulé des kilomètres, à raison de 1 km par 5 minutes de sport en mode confinement. Suite à cette motivation collective, 151 600 km ont été accomplis. La faculté met donc en œuvre une nouvelle salle de sport et de musculation sur le campus pour les étudiants et le personnel. Au niveau des interactions et de l'implication de Jean-Blou Agrobiotech dans les réseaux internationaux, nous avons consolidé nos liens avec AgriNatura, qui regroupe 27 institutions européennes actives dans le développement durable de l'agriculture. Un projet d'envergure financé par l'Union européenne a démarré en incluant des formations de master et de doctorat avec plusieurs partenaires du consortium et les RAIFT, lieu de la plateforme U-Liège à Kinshasa. De nombreux professeurs jean-boutois y participent. Dans le cadre de dans la continuité d'accords bilatéraux de collaboration existants entre Jean-Blou Agrobiotech et d'une part la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, mais aussi entre Jean-Blou et la Chinese Academy of Agricultural Sciences, les partenaires ont convenu une nouvelle étape d'unir leurs forces dans un mécanisme triangulaire. L'objectif central de cette initiative est d'assurer une meilleure résilience des systèmes alimentaires. Il s'agit de promouvoir la recherche à travers la réalisation de thèses de doctorat en Afrique sous la supervision conjointe de professeurs de la CAS et de Jean-Blou Agrobiotech pour répondre à des questions clés identifiées par les équipes techniques de la FAO. Les résultats de la recherche sur le terrain contribueront au développement de formations à travers une approche notamment de champs et écoles de producteurs. Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition, je souhaiterais laisser la parole à M. François Scaillet de l'Association royale des étudiants de Jean-Blou et à Mme Léon Eugène du Conseil représentatif des étudiants. Chers professeurs, chers membres du personnel, chers étudiants, mesdames et messieurs, en votre titre et qualité.
C'est une joie de vous retrouver dans cet auditoire après les multiples péripéties que le virus nous a fait subir. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, nos liens sociaux ont été mis à mal. Les élèves ne voyaient plus leurs professeurs et n'avaient plus d'activité pour sortir leur nez des syllabies. Mais enfin, nous commençons à voir le bout, grâce aux efforts de tous. Nous retrouvons enfin nos enseignants, parfois un peu changés, et surtout un vrai lien humain entre nous. Au moins, le Covid-19 nous aura fait nous rendre compte que nous en avons besoin plus que tout. Cependant, durant ces mois tumultueux, les étudiants n'ont pas perdu de leur entrain. Nous avons pu voir apparaître de multiples initiatives de par nos membres. Les commissions nous préparaient le succulent plat à emporter pour remplacer leur traditionnel souper. Les intercotes, certaines distances, ont été créées, des challenges sportifs ont été mis sur pied, des brouettes 2.0 en présentiel ont été organisées, et j'en passe bien d'autres. Un conseil d'éthique sur le sujet tabou des agressions sexuelles a également été porté et mené à bien par une équipe engagée. D'ailleurs, je tiens à le remercier tout particulièrement. Nous en avons besoin plus que tout dans le monde actuel. Nous sommes dans une société changeante, où chacun, tout genre, toute nationalité, doit avoir une place équitable. Et nous tenons à entretenir cet esprit au sein de notre famille Jean-Boutoise. Nous voici à la rentrée académique 2021. Et les activités AGN ont commencé sur les chapeaux de roue. En effet, nous avons décidé d'inscrire tous nos événements sous le cachet du Covid Safety Kit. Sous cette action, nous voulions encourager les étudiants à se faire vacciner afin de sortir de la crise et surtout, je ne vais pas vous le cacher, de reprendre nos activités en présentiel. Ainsi, grâce à la compréhension de nos membres, nous pouvons enfin faire revivre notre magnifique folklore qui nous tient tous tant à cœur. Nous pouvons enfin accueillir nos nouveaux arrivants, et ceux de l'année dernière d'ailleurs, comme il se doit. Les anciens, les bourgeois et les plus illustres peuvent enfin retrouver leur vieux mur. Et enfin, notre grandissime famille, ou mafia jean-boutoise, peut souffler en voyant cette nouvelle génération la renflouer. Pour finir, je tiens à remercier nos autorités facultaires pour l'étroite collaboration que nous entretenons et pour leur soutien dans nos initiatives. J'aimerais également remercier tous nos membres qui n'ont jamais baissé leurs bras pendant ces moments difficiles. Je remercie également nos alumni de continuer à croire en nous. Nous avons relevé tous ces défis grâce à la solidarité inéluctible jean-boutoise. Nous avons prouvé que l'AG sait s'adapter à toute situation. C'est avec grande émotion que je vous annonce que nous sommes de retour. Je suis convaincu que cette reprise se fera avec toutes les valeurs qui nous ont transportés jusqu'ici. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers étudiants, une bonne rentrée académique 2021-2022 et j'aimerais conclure cette allocution sur ces derniers mots. Non, 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 Jean-Blou n'est pas mort. Chers professeurs et membres du personnel, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'adresse à vous ce soir au nom du Conseil représentatif des étudiants, ou plus couramment appelé CRE. Cet organe a, depuis sa création en 2004, à cœur de protéger, soutenir, coordonner et informer les étudiants de la faculté de Jean-Blou Agrobiotech sur des sujets divers et variés, allant du simple changement d'horaire à l'application d'un nouveau décret. Depuis 16 ans maintenant, nos vieux murs de Jean-Blou ont vu se succéder des comités pleins d'ambition et porteurs de projets qui ont œuvré pour faire du CRE un organe étudiant fort, reconnu auprès des autorités académiques, des professeurs et des étudiants. J'en profite donc pour remercier tous nos prédécesseurs pour leur engagement. L'année qui vient de s'écouler n'a pas été des plus faciles. L'isolement et le décrochage scolaire ont empêché la plupart des étudiants de s'épanouir tant dans leurs études que dans leur vie estudiantine. Il y a un an, le thème de l'innovation était annoncé lors de la rentrée académique. Et c'est coude à coude que nous avons dû apprendre à innover. Mais rien de cela n'aurait été possible sans le précieux soutien de personnes qui se sont plus que jamais révélées être des maillons indispensables dans l'organisation de la faculté. L'ensemble des étudiants se joint à moi afin de remercier chaleureusement l'équipe pédagogique qui n'a cessé d'encourager les corps académiques et étudiants durant cette année 2020-2021. Le soutien des professeurs et encadrants envers leurs étudiants
ainsi que l'aide précieuse des délégués sont aussi des éléments non négligeables qui prouvent à quel point la solidarité est de mise entre chacun d'entre nous. Merci à toutes ces personnes pour leur aide et leur implication. Et c'est maintenant l'esprit serein que nous avons pris un nouveau départ, notamment lors de l'accueil en présentiel des premiers bacheliers durant la semaine d'intégration. De plus, cette année, nous avons eu la chance, grâce à la collaboration des 3 institutions impliquées dans la formation, d'accueillir les étudiants primants en architecture de paysage. Cette nouveauté leur permettra, j'en suis convaincue, une bonne adaptation au rythme universitaire, ainsi qu'une meilleure intégration à la vie estudiantine. Gardons toutefois à l'esprit que tout cela n'aurait pu voir le jour sans l'adoption de certaines mesures indispensables au bon déroulement des activités, et notamment via l'utilisation du pass sanitaire qui permet un retour quasiment à la normale lors des différentes manifestations. Sur ce point, la mise en place de navettes vers le centre de vaccination de Bouges, ainsi que les tests salivaires offerts par l'ULiège, sont une réelle opportunité pour les étudiants qui ne sont pas vaccinés, afin qu'ils puissent également participer. Enfin, cette année, une attention toute particulière sera mise sur notre communication avec les étudiants. En effet, nous aimerions réaliser des fiches synthétiques sur les droits et devoirs des étudiants. Ces fiches seraient consultables via eCampus ou directement dans notre nouveau bureau dans le bâtiment de l'AG, afin de simplifier des démarches telles qu'une demande de recours. De plus, nous aimerions offrir un meilleur soutien aux étudiants, comme il a été fait cette année via le sondage sur les cours d'anglais, ou encore financièrement pour la réalisation d'un portfolio. Et c'est notamment grâce à la précieuse aide financière de la Fédération des étudiants de l'ULiège que nous pouvons les accompagner dans leurs projets. J'en profite pour remercier la Fédé de cette toute nouvelle collaboration. Pour clôturer, je tiens à dire que nous sommes résolument prêts à commencer cette nouvelle année avec tous les défis et les satisfactions qu'elle nous promet. Mais l'heure étant aux réjouissances, je ne peux que vous souhaiter, mesdames et messieurs, une excellente rentrée académique. À Jean-Paul-Bibliothèque, les activités d'enseignement et de recherche continuent à se focaliser sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Les réalisations concrètes en termes d'initiatives durables sont développées sur le campus avec l'intervention du personnel et des étudiants. Une charte et une labellisation durable sont mises en œuvre. Malgré la période perturbée que nous avons vécue, de nombreux chantiers ont été finalisés. La salle polyvalente Cénobis, dont l'image des toilettes présentées illustre le changement par rapport au sanitaire de la Céno ou du sous-sol de l'AG, le plateau administratif à la place de l'ancienne salle des conseils, ou encore la salle de classe expérimentale au premier étage du palais abbatial côté bibliothèque. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter chaleureusement les équipes techniques de la faculté pour ces réalisations. L'inauguration de la première partie de Wasabi, la plateforme wallonne de systèmes innovants en agriculture et biodiversité urbaine, a eu lieu. De nouvelles serres et containers de production urbaine ont été installés, en plus du jardin botanique, et d'autres zones comme un jardin de pluie sont en cours d'installation. Sur un site naturel de 14 hectares, l'agrandissement de l'insectarium Jean Leclerc, professeur de Jean Blou, Hexapoda, est en cours à Waremme. Cette infrastructure a pour vocation d'une part de valoriser le patrimoine entomologique wallon et faire découvrir au public le monde des insectes, mais aussi est une vitrine pour présenter le savoir-faire et les expertises de plusieurs axes et laboratoires de Jean Blou Agrobiotech en lien avec l'étude de la gestion de la biodiversité animale et végétale. Ces derniers mois nous ont obligés à réagir efficacement en nous mettant à l'épreuve de situations de confinement. Si des modes de communication à distance pour répondre aux questions de circonstances est un élément, l'adoption d'une résilience alimentaire s'est renforcée. Production accrue de légumes dans son potager, achat de volailles pour produire ses propres œufs, réaliser son pain ou ses pâtes à la maison, recours aux producteurs locaux sont autant d'activités découvertes ou retrouvées dans la société en période de confinement. La résilience, c'est la capacité de s'adapter et à rebondir lors de situations difficiles. C'est faire face aux adversités, transformer le négatif en force motrice pour atteindre les objectifs. Cela a été observé sur nos comportements alimentaires afin de trouver du sens à nos actes.
L'innovation est un élément intimement lié à l'alimentation et aux productions agricoles. Il s'agit d'une partie de nos compétences dans les domaines du vivant et nos réflexions dans le cadre d'un plan stratégique voté par le Conseil de faculté pour Jean-Bleu Agrobiotech au sein de l'Université de Liège pour les 10 ans à venir. Le monde change, l'agriculture et les habitudes alimentaires aussi. Jean-Bleu Agrobiotech, institution de référence en agronomie depuis 1860, entre tradition et innovation, n'a cessé de proposer des stratégies pour assurer les productions agricoles, pour nourrir durablement la population mondiale. Cet objectif n'a jamais été aussi essentiel que dans cette période d'incertitude sanitaire. Notre centre Terra regroupe toutes les équipes du campus, intégrant nos compétences technologiques, mais aussi les équipes étudiant la biodiversité fonctionnelle à différents niveaux pour assurer la sécurité alimentaire locale, régionale et internationale. Au sein de Terra, un des 4 centres d'appui à la recherche et à l'enseignement, nommé Food is Life, est consacré aux sciences agroalimentaires. Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique, nous mettons à l'honneur les recherches et les domaines d'expertise d'un des professeurs de Jean-Bleu Agrobiotech. Notre orateur du jour est le professeur Éric Aubruge. Il m'est particulièrement agréable de vous le présenter ce soir. Partageant une passion commune, celle de l'entomologie, nous travaillons étroitement ensemble depuis plus de 20 ans. Ses qualités, une approche intuitive et un goût pour l'innovation. Le débit d'idées originales à la minute est intense. Certains perçoivent cela comme un défaut, puisque toutes les idées peuvent ne pas aboutir. Une citation m'apparaît spontanément. La critique est plus facile que la pratique. Je la compléterai par la suivante. La nouvelle critique. Un sujet, un verbe, un compliment. Diplômé en 1987 en tant qu'ingénieur agronome, le professeur Aubruge assumera différentes fonctions pour devenir professeur ordinaire en 2007, vice-recteur et premier vice-recteur de l'Université de Liège en 2009 et 2014. Il a initié la construction du centre Terra dédié à l'alimentation et à l'agriculture. Fondateur notamment de BeerFac, spin-off de l'U-Liège et du Smart Gastronomie Lab, le professeur Aubruge est l'auteur de plus de 280 publications scientifiques dans de nombreux domaines, dont ceux de l'entomologie, de la santé et de la conservation des denrées. Le sujet de la leçon du jour est la bonne cuisine, c'est le souvenir des origines à la domestication des saveurs. Je cède donc volontiers la parole à monsieur le professeur Éric Aubruge. Désolé, un petit peu de montage avant de commencer. À rentrer dans ça. Monsieur le recteur de l'Université de Mons, Madame la vice-rectrice de l'Université de Liège, Madame la vice-rectrice de l'Université de Namur, Monsieur le doyen, je suis très ému parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus vu autant de monde dans cet auditoire, et ça me fait quelque chose. Et puis aussi, je suis un peu triste, je dois dire, parce que depuis que la faculté de Jean-Bleu a intégré l'Université de Liège, chaque fois, à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de l'année académique, le recteur de l'université était présent. Et je constate qu'il n'est pas là. Est-ce un message pour notre communauté? Je n'en sais rien. Mais je suis triste. Ça, c'est un petit message personnel. Je suppose que ce message lui arrivera. Et il en fera ce qu'il en veut. Maintenant, passons aux choses sérieuses. En 2008,
À un jour près, je me trouvais à cette place pour présenter une lecture académique intitulée « Dieu a-t-il une passion démesurée pour les insectes ?» C'était pour moi l'occasion de partager avec l'auditoire ma passion pour les insectes que je cultive depuis l'âge de 6 ans et qui est ensuite devenu mon métier. Depuis cet événement, 13 ans se sont écoulés. J'ai eu l'occasion de côtoyer une multitude de mondes. J'ai pu découvrir d'autres domaines d'activité tout aussi riches et passionnants. En 2010, j'ai eu la chance de faire une rencontre importante, celle de mon collègue Hervé Tys de AgroParisTech, l'un des fondateurs de la gastronomie moléculaire. Ses réflexions et sa vision suscitèrent chez moi un regard sur l'alimentation et un autre regard sur l'alimentation et l'innovation culinaire, avec une place prépondérante pour les sciences comme la chimie et la physique. La rencontre avec Hervé Tys fut également déterminante pour la faculté. Elle a permis à mon collègue Christophe Lecker, qui est dans la salle, et moi-même de découvrir un univers de créativité sans limite, l'univers culinaire de Pierre Gagnère, un véritable alchimiste de la gastronomie. Lors du 150e anniversaire de la faculté, en 2010, Pierre Gagnère reçut le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Il fut le premier chef européen à recevoir ce titre universitaire et le deuxième dans le monde. Ces deux rencontres provoquèrent chez moi une remise en question concernant ma vision de la recherche universitaire. L'ouverture à l'idéation et à la créativité éveilla un intérêt grandissant pour la démarche créative et l'innovation dans les domaines scientifiques. Au cours des mois et des années qui ont suivi, j'ai surtout expérimenté. J'ai découvert un peu plus le domaine de l'alimentation et de l'innovation culinaire. Ces réflexions sur mon cheminement scientifique au cours de ces dernières années et les pistes à suivre dans le domaine de l'alimentation, je souhaiterais vous les partager maintenant, aujourd'hui, avec vous. Je remercie Monsieur le doyen, Frédéric Francy, et le conseil de faculté de me permettre d'être une nouvelle fois devant cette assemblée pour vous présenter la bonne cuisine, c'est le souvenir des origines à la domestication des saveurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais les aliments, fournisseurs de nutriments et d'énergie nécessaires à la vie et à notre développement, possèdent un super pouvoir, celui de nous faire revivre des souvenirs enfouis, cela même que la mémoire consciente ne juge pas bon de retenir. Comme s'il existait dans un coin de notre cerveau une collection de nos sensations gustatives et de nos émotions, depuis le berceau, voire depuis notre vie in utero. Toutes et tous, nous avons enfoui dans la tête le souvenir d'un repas avec quelques amis. Robert, Francis, Yann, Claude, Bernard. Certains sont dans la salle, ils se reconnaîtront. Ou le souvenir d'avoir dégusté ces calamars grillés, mon plat préféré, dans un bar à tapas à Barcelone, avec une personne qui m'est chère. Ou encore le souvenir d'une cuisson de frites, faite maison, orchestrée par Willy van den Busch, qui était le directeur du musée d'art contemporain d'Ostende et qui était habillé d'un costume cravate noire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou presque, quelles que soient les circonstances. Des souvenirs encore, des découvertes culinaires exotiques, comme ces scorpions frits, pour lesquels il était déconseillé de manger la partie postérieure qui portait la glande à venin. Et oui, les missions scientifiques sont quelquefois à haut risque. Un repas
peut être bon ou mauvais, mais il ne dure que quelques minutes ou quelques heures. Si nous oublions les médiocres, les merveilleuses occasions demeurent gravées dans nos souvenirs et dans notre mémoire. Même un peu flou, les souvenirs nous procurent du plaisir chaque fois qu'on y pense. Le souvenir que nous gardons d'un repas, du moins celui que nous avons aimé, réside en grande partie dans le plaisir de l'expérience. Au fait, comment agit la mémoire quand on goûte un aliment? Imaginez-vous à l'heure du petit déjeuner, devant un buffet proposant une variété d'aliments. Eh bien, c'est votre mémoire qui va vous guider et qui va guider vos choix. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur la mémoire. On sait que certaines informations sont stockées très longtemps. C'est la mémoire à long terme. D'autres sont stockées pour une courte période. C'est la mémoire à court terme. Elle est surtout utilisée pour le travail. La mémoire des aliments est liée plus spécifiquement à la mémoire à long terme et fait appel à plusieurs systèmes sensoriels. Celui de l'olfaction, de la gustation et de la vision. On sait notamment que la mémoire des odeurs est très liée au système des émotions. Et les souvenirs évoqués par des odeurs sont beaucoup plus chargés d'émotions que la vue des objets. Par exemple, si une personne qui vous est chère avait un parfum bien particulier, et si plusieurs années après, vous voyez le flacon de parfum, sans doute, cela vous rappellera cette personne. Mais la réminiscence sera beaucoup plus forte si vous sentez l'odeur qui, elle, va ramener un flot d'émotions. La mémoire à court terme nous permet de retenir une information durant une dizaine de secondes. Cette mémoire est limitée. On ne peut donc y stocker que quelques éléments. Aussi, en moyenne, on peut retenir 7 chiffres. Mais ce nombre varie en fonction de l'âge et en fonction de l'état de santé de la personne. Si elle est concentrée, ses capacités seront meilleures. La mémoire à court terme est donc la mémoire que l'on utilise pour taper, par exemple, un numéro de téléphone. On le retient assez longtemps pour le composer et puis on l'oublie ensuite. La mémoire à long terme est la mémoire que l'on utilise pour se souvenir d'informations pendant plusieurs heures, voire toute la vie. Elle est donc très sollicitée. Heureusement, elle n'est pas limitée comme la mémoire à court terme. En fait, quand on mange, 2 types de mémoire interviennent à ce moment-là. La mémoire sémantique, qui sert à se souvenir du sens des mots, à savoir à quoi servent les objets. Il s'agit de la mémoire du savoir et de la connaissance. Grâce à elle, nous savons par exemple que des carottes ou une assiette de charcuterie sont des entrées, et qu'une pomme ou un yaourt sont des desserts. Le deuxième type de mémoire qui agit, c'est la mémoire épisodique, qui stocke et restitue des souvenirs autobiographiques. Il s'agit d'une mémoire en lien avec des émotions, puisqu'il s'agit de vos souvenirs personnels. C'est par elle que nous savons ce qui nous a plu par le passé, et qui va donc sans doute encore nous plaire, ce qui va nous rassasier ou ce qui nous a rendu malade. La mémoire des aliments, basée sur une mémoire à long terme, est surtout axée sur les différences plutôt que sur les ressemblances. Si une personne a l'habitude d'une boisson précise et qu'elle est légèrement modifiée par le fabricant, elle le détectera de manière très efficace, cette différence. Nous sommes beaucoup plus performants pour cela que pour reconnaître la ressemblance. Car qui dit ressemblance, différence, dit pourquoi pas danger, possibilité de s'intoxiquer. C'est lié à notre statut de régime alimentaire de type omnivore, qui a besoin de différents éléments nutritifs pour survivre, ce qui le pousse à la fois à la découverte de nouveaux aliments et aussi à la prudence, à la méfiance, par risque de s'empoisonner. Il suffit d'avoir été rendu malade une seule fois par un aliment pour développer une aversion définitive, alors que pour acquérir une préférence,
il faut plusieurs expositions. Comment expliquer cette relation si intime et cette interaction si profonde avec les aliments, nos souvenirs et nos comportements? Il faut pour cela remonter à nos origines et surtout mieux comprendre la coévolution de l'homme et de son alimentation. Depuis l'apparition des premiers hommes, il y a 2,5 millions d'années, jusqu'au balbutiement de l'agriculture il y a 10 000 ans environ, les hommes se nourrissaient uniquement d'aliments sauvages issus de la chasse et de la cueillette. La domestication progressive des plantes et des animaux par certaines communautés humaines a abouti à 3 modes de vie qui cohabitent encore maintenant. Celui de chasseur-cueilleur, celui d'agriculteur sédentaire, celui de pasteur nomade. Aujourd'hui, c'est le mode de vie d'agriculteur sédentaire qui prédomine, avec presque tous les humains qui consomment les aliments tirés de plantes cultivées et d'animaux d'élevage. Cette transition vers une agriculture sédentaire a débuté environ il y a 8 000 ans, presque au même moment dans plusieurs régions distinctes. La diffusion de l'agriculture s'est faite très rapidement, en quelques milliers d'années. On peut même dire que c'est un des premiers exemples de mondialisation. Comme pour l'homme, chaque aliment possède sa propre histoire liée à l'évolution. Prenons l'exemple du maïs. Il a derrière lui près de 7000 ans d'histoire de sélection. Il est intéressant de noter que sur environ 400 000 plantes, espèces de plantes, seules quelques centaines ont été domestiquées pour la consommation humaine. Et seulement 12 d'entre elles représentent 80% de la composante végétale de notre alimentation. Outre le maïs, il y a le blé, le riz, l'orge, le sorgho, le soja, la pomme de terre, le manioc, la patate douce, la canne à sucre, la betterave, la banane. Pour compléter l'information et replacer l'évolution de l'alimentation au regard de l'évolution humaine, prenons le cas des caries dentaires. Elles ont augmenté dans les populations humaines sédentaires suite à la consommation de glucides issus de plantes cultivées, comme des céréales ou alors des fruits secs. Au regard de la domestication des animaux, l'évolution du génome de l'homme a été particulièrement rapide. Ainsi, quand certaines communautés humaines ont commencé à pratiquer l'élevage et à consommer le lait de leurs troupeaux, ils ont acquis en quelques milliers d'années une capacité à digérer le lactose, le principal sucre du lait. Aujourd'hui, ce trait génétique se retrouve chez près d'un tiers de la population mondiale, principalement dans les régions à tradition pastorale. Notre lien étroit avec les aliments ne se limite pas seulement à cette période, pendant laquelle l'agriculture et la domestication se sont disséminées à travers le monde. Cette interaction étroite et très fusionnelle avec les aliments était déjà présente à nos origines. Nos cousins, les grands singes, sont pour la plupart végétariens. Ils se nourrissent de feuilles et de fruits. Les gorilles consomment uniquement des végétaux, mais les chimpanzés mangent quelquefois des animaux, surtout par opportunisme. Leur principale source de nourriture reste des fruits. Les grands singes ne cuisinent pas, mais ils semblent préférer les légumes cuits à ceux crus. Comment arriver à ces spéculations concernant le régime alimentaire des grands singes? Eh bien, la psychologue Penny Patterson a élevé un gorille appelé Coco, qu'elle a entraîné à communiquer avec elle par le langage des signes. Lors d'un repas, elle lui demanda quels légumes, crus ou cuits, il préférait. Et il a indiqué les légumes cuits, en touchant la main gauche de Penny. Penny a ensuite demandé au gorille pourquoi il aimait les légumes cuits. Une main indiquant le meilleur goût, l'autre plus facile à manger. Le gorille a précisé meilleur goût. Notre ancêtre commun, aux chimpanzés, aux hommes, était probablement végétarien avec une capacité de pouvoir manger des aliments cuits
et de la viande, comme le suggère l'expérimentation avec ce gorille. Nous, Homo sapiens, nous cuisinons et nous mangeons de la viande. Nous avons donc évolué par étapes successives, depuis l'état végétalien, ensuite végétarien, vers un statut omnivore. Il est toutefois extrêmement difficile d'appréhender l'évolution de l'aliment en lien avec celle des hommes, car nous sommes la dernière espèce humaine survivante dans un monde qui comportait autrefois quelques dizaines d'autres espèces au sein des hominidés. Si nous retournons dans le passé, notre très lointaine arrière-grand-mère s'appelle Lucie. Comme tous nos parents très lointains, Lucie vient d'Afrique de l'Est. Elle appartient à l'espèce Australopithecus afarensis, qui avait à peu près la taille d'un chimpanzé, mais sa découverte fit grand bruit parce que Lucie appartenait à la première espèce d'hominidés marchant debout comme un humain. Lucie était végétarienne et capable aussi de manger des racines et des tubercules. Elle possédait une mâchoire plus puissante que celle des chimpanzés, munie d'un plus grand nombre de molaires. Les végétariens n'ont laissé que peu de traces paléoécologiques qui nous permettent de savoir ce qu'ils mangeaient. Ils nous ont seulement laissé de tout petits grains de silice, appelés phytolithes, provenant des végétaux qui, une fois mangés, sont susceptibles de se loger entre les dents et de nous révéler de quel type de plante se nourrissait Lucie. Quelques sites dans des zones très arides, comme en Israël, ont pu livrer leurs secrets, notamment concernant l'identité de morceaux de végétaux consommés par nos très lointains ancêtres. 55 plantes consommées, vieilles de plus de 780 000 ans, ont été identifiées. On trouve notamment des noix, des variétés de cycas, des glands de chêne, du chardon, des noyaux d'olive, des châtaignes d'eau et des plantes de sagittaire. Si toutes ces plantes sont consommées aujourd'hui, seules deux font partie de notre alimentation courante, l'olive et le chardon, qui a été domestiqué pour devenir l'artichaut. Même lorsqu'on parvient à déterminer que nos ancêtres consommaient certaines plantes, cela ne nous renseigne pas sur la qualité nutritionnelle qu'avaient ces plantes avant la domestication par l'homme. Comme l'explique notre collègue Luc Giraldo, dans L'œil du pigeon, les végétaux ancestraux, avant la domestication, n'avaient rien à voir avec nos aliments actuels. Il n'y avait pas d'oranges, les bananes étaient petites, remplies de graines, la carotte et la laitue contenaient des toxines, le noyau de la menthe contenait du cyanure. Autant de défis que l'homme a dû relever au cours de l'histoire de l'agriculture. Au cours de la période située entre 2,5 millions d'années, à l'apparition des premières espèces humaines, et moins 100 000 ans, c'est à cette époque que se produit un basculement du régime végétarien vers un régime omnivore. Cette évolution progressive du végétarisme vers un régime omnivore s'est déroulée certainement dans une longue période appelée de charognage. Les premières espèces humaines étaient opportunistes. Elles profitaient des cadavres animaux pour compléter leur alimentation. Les premières espèces humaines n'étaient donc pas exclusivement végétariennes. Elles pouvaient préparer la viande, plutôt que le ronger ou la ronger directement sur l'os. Jusqu'à la maîtrise du feu, tous les produits de notre alimentation étaient surtout consommés crus, au fur et à mesure de leur disponibilité, sans que soient constituées des réserves. Les premiers hominidés mangeurs de viande nous ont laissé des os issus de leurs repas, incisés de marques de découpe caractéristiques d'outils en pierre. Les ossements découverts montrent que la viande crue était déjà détachée de l'os avant d'être brisée pour accéder à une source de protéines et de graisses importante, la moelle
et la cervelle. Cette première transformation des os est le premier plat cuisiné de l'homme. Et il a certainement permis de rendre accessible une alimentation plus riche qui fut à la base d'une première augmentation du volume du crâne de 450 à 600 cm3. Lorsque l'homme a pu maîtriser le feu, le charognage a progressivement disparu. En effet, les techniques de chasse ont connu une amélioration considérable, grâce notamment aux pointes de lance durcies au feu, qui ont permis de chasser des proies de plus en plus grandes, comme des hippopotames ou les rhinocéros. Grâce à l'utilisation des premières armes de chasse, la teneur en produits carnés dans notre alimentation est passée de 5% de notre régime alimentaire total à près de 80% dans certaines régions du monde. D'un point de vue morphologique, la dentition a aussi évolué au cours du temps. Les spécimens d'Homo erectus, plus anciens, avaient des molaires de grande taille, utiles pour des mastications importantes, alors que les individus d'Homo erectus plus récents présentaient des dents de plus petite taille, adaptées à moins de mastication et à des aliments moins coriaces, certainement cuits. Nous avons aussi la preuve, nous avons aussi la preuve qu'un gène appelé MHY1, codant pour le renforcement des muscles de la mâchoire chez les primates, avait disparu du génome de la lignée humaine il y a plus de 2 millions d'années. La maîtrise du feu et l'apparition de la cuisson des aliments sont également très liées. Cuire les aliments est une innovation aussi importante pour l'humanité que l'invention de l'agriculture. Avant l'invention de la cuisson, la transformation des aliments en nutriments ne s'opérait qu'à l'intérieur du système digestif. Homo erectus fut le premier à effectuer cette transformation en dehors du corps humain, permettant ainsi d'économiser de précieuses ressources énergétiques liées à la digestion. Outre la diminution de la consommation d'énergie lors de la digestion, l'intérêt de la cuisson résidait dans l'augmentation de la tendreté des aliments et la destruction des bactéries pathogènes des parasites. Ce passage d'une digestion complète des aliments à l'intérieur du corps à une transformation des aliments en dehors de l'organisme a été le véritable acte de naissance de la cuisine. Comme le montre ce graphique, un des éléments les plus importants de l'évolution de l'homme est en effet l'augmentation constante de la taille du cerveau au cours des 2 derniers millions d'années. Notre cerveau est aujourd'hui 3 fois plus grand que celui de n'importe quel primate. La cuisson des aliments nous a rendus plus humains, en fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un cerveau de plus grande taille. Le cerveau est un organe très énergivore. Il ne représente que 2% du poids de notre corps, mais demande 20% d'énergie totale consommée au repos. De plus, chez Homo erectus, à poids égal, les intestins sont à peu près aussi gourmands en énergie que le cerveau. Par contre, nous, l'espèce humaine la plus évoluée, le cerveau est beaucoup plus gros que la norme et nos intestins, eux, sont beaucoup plus petits. Au cours donc de notre évolution, en économisant sur la taille des boyaux, une quantité d'énergie a pu être progressivement redirigée vers le cerveau. De plus, grâce à la cuisson, la valeur énergétique des aliments a aussi augmenté, permettant ainsi à de plus petits intestins de répondre aux besoins croissants de l'évolution de la taille du cerveau. La maîtrise du feu, la cuisson, qui est incontestablement la première forme de cuisine, nous a permis de développer notre intelligence, mais également notre sociabilité. Outre son utilisation pour transformer les aliments, le feu, ou foyer entretenu en commun, est devenu le point focal de la communauté. En effet,
il était nécessaire d'organiser l'entretien du feu et de répartir d'autres tâches entre les différents membres de la communauté, notamment la collecte du bois, la récolte de nourriture, la chasse, la préparation et la cuisson des aliments. Le terme foyer a été par la suite utilisé pour désigner une unité d'habitation occupée par une famille. Cela montre clairement l'importance qu'a eu cette notion de cuisson des aliments dans l'histoire de l'homme. La préparation des repas en commun a persisté tout au long de notre histoire. Jusqu'au Moyen-Âge, le four était partagé par tous les habitants du village qui venaient y cuire le pain. Les célébrations humaines semblent être aussi un des éléments fondateurs des premières sociétés sédentaires. Tout au long de l'histoire de l'homme moderne, les considérations purement utilitaires de la cuisine ont progressivement laissé place à une cuisine devenant un plaisir et un des ciments de la vie sociale. Dès l'apparition des populations sédentaires, il y a 10 000 ans, un des premiers éléments de sociabilité fut l'organisation de célébrations humaines au cours desquelles était consommée en commun de la nourriture pour laquelle il existait des surplus. Il faut signaler l'importance du partage de la nourriture au sein des communautés et de sa contribution à porter des liens de réciprocité et à éviter les conflits. Le partage de la nourriture est humain, en temps de fête comme en temps de famille. Son élan est ancré dans notre mémoire, mais ça ne n'implique pas que nous ayons tous accès égal à la nourriture. Au contraire, la nourriture est empêtrée dans des relations socio-culturelles complexes et tellement diversifiées. Il importe de comprendre notre comportement alimentaire pour ne pas perdre le fil qui nous relie à nos ancêtres des premiers hommes. Partager la nourriture est un comportement coopératif que nous avons développé par le biais de notre dépendance mutuelle lors de la chasse au gros gibier. Toutes les activités de groupe, de sport, de culte, tout idéal politique fondé sur la communauté, la nation, l'égalité, en fin de compte, tout cela dérive du désir ancestral d'obtenir sa juste part d'un bon steak. Pour mieux comprendre les interactions intimes que nous entretenons avec les aliments, notamment à travers les souvenirs, je viens de vous dresser rapidement les grandes étapes de l'évolution de l'homme, en lien étroit avec l'alimentation et la cuisine. En quelques minutes, j'ai pointé du doigt 3 piliers importants qui caractérisent la coévolution de l'homme et de son alimentation. Les aliments eux-mêmes, la cuisine et le comportement alimentaire de l'homme. J'aimerais revenir quelques minutes sur l'importance du comportement humain et de l'environnement physique en lien avec l'alimentation et le partage de nourriture. Quel a été votre meilleur souvenir lié à l'alimentation jusqu'à présent? Qu'avez-vous mangé? Avec qui étiez-vous? A-t-il duré longtemps? En tentant d'y répondre, vous vous rendrez compte que les détails du menu choisi, du repas, les souvenirs des saveurs particulières sont flous, à moins que vous alliez toujours dans quelques restaurants favoris. Vous constaterez par vous-même que la mémoire vous joue des tours. Le plus souvent, on se rappelle de l'endroit, des personnes présentes, mais par contre, plus difficilement des détails du repas en lui-même. Les plats que l'on choisit seront beaucoup plus flous. Le souvenir que nous gardons d'un repas ou d'un aliment, du moins celui qu'on a aimé, réside en grande partie, comme je l'ai déjà évoqué, dans le plaisir de l'expérience. Ce souvenir peut durer des jours, des semaines, voire des années. Et du point de vue du chef cuisinier, du producteur, du boulanger, de l'épicier, la durée du souvenir est cruciale pour savoir si on reviendra. Vous vous souvenez peut-être des premières minutes de mon exposé, lorsque j'ai rappelé la cérémonie de remise des insignes de Dr honoris causa en 2010 à Pierre Gagnère. Pour remercier l'université, il avait organisé un repas expérimental dans une ancienne serre de plantes tropicales sur le campus.
pour 8 invités. Parmi eux, Nadine Monfils, l'écrivain, Hervé Tisse, notre collègue, Éric Orsena, l'écrivain académicien, Jean-Marie Laine, le prix Nobel de chimie, Pierre Kroll, le dessinateur, et sans oublier notre recteur du moment, Bernard Rentier. Le repas de 9 services a débuté à 21 h et s'est achevé à 3 h du matin. Pierre Gagnère a tout donné. Il voulait faire une expérience gustative, faire vivre une expérience gustative ultime, espérant que cet événement reste gravé à jamais dans les mémoires de ses invités. Quelques années plus tard, lors d'une grande conférence liégeoise, j'ai à nouveau rencontré Éric Orsena, qui était l'orateur. Il m'a interpellé sur cette soirée à Gembloux en évoquant un moment extraordinaire, un repas à couper le souffle. Mais lors de notre échange, j'ai pu constater qu'il n'avait plus une perception claire du repas, de la nourriture, des combinaisons de saveurs. En fait, Éric Orsena s'est souvenu qu'il avait aimé l'expérience. Il est inutile de combattre les faiblesses de la mémoire. Il faut essayer plutôt de mieux comprendre la manière dont les souvenirs s'évanouissent. Quand nous débutons un repas, notre cerveau se contente d'effectuer tout d'abord un contrôle de qualité sur la nourriture pour s'assurer que tout est en ordre et que cette nourriture a le goût attendu. Ensuite, une fois rassurés, nous utilisons nos ressources cognitives pour toute autre chose, comme par exemple discuter avec les amis. Cela veut dire que nous ne ressentons pas le besoin de nous concentrer sur ce que nous mangeons. Des chercheurs de l'université de Nottingham ont fait l'expérience de changer le goût d'un aliment pendant le repas. Eh bien, dans la plupart des cas, les individus n'ont rien remarqué. Apparemment, selon des chercheurs israéliens, quand nous mangeons, nous nous trouvons dans une sorte de cécité du changement olfactif. Et ce comportement est bien connu du secteur agroalimentaire, puisque lorsqu'on prépare des aliments, on a tendance, d'une part, à concentrer tous les ingrédients savoureux et goûteux dans la première et éventuellement la dernière bouchée, et d'autre part, à réduire la concentration au milieu du produit. Prenons l'exemple du pain. Si on concentre le sel dans la croûte, après la première bouchée, le cerveau ajoutera mentalement le sel dans le reste, si bien qu'à la bouchée suivante, on aura l'impression d'avoir exactement le même goût que la première. Cette stratégie fonctionne pour plein d'autres aliments, comme par exemple les barres de chocolat. Comme la première bouchée et la dernière bouchée d'un aliment, le premier et le dernier plat d'un menu sont importants pour les souvenirs, la mémoire, car ils sont ceux qui attirent le plus souvent l'attention. Il n'est donc pas étonnant que les chefs semblent vraiment exceller dans les entrées ou lors des minardises en fin de repas. Les plats du milieu de repas devront avoir quelque chose de spécial pour se démarquer. Pour rendre encore plus inoubliable son repas à Gembloux, Pierre Gagnère aurait peut-être dû appliquer la stratégie de Gréco Moreau, le chef triplement étoilé, meilleur chef du monde cette année, à Menton. Au milieu du repas, un menu sous forme d'une carte dit au trésor est déposé sur la table pour chaque convive, ainsi qu'un poème de Pablo Neruda accompagnant le pain. On sait donc que les expériences inhabituelles pendant le partage de nourriture retiennent beaucoup plus notre attention et marquent notre mémoire. En plus de l'importance de la mémoire et des souvenirs du consommateur au cours de la prise de nourriture, l'environnement physique peut également interférer avec le comportement de celui-ci. Je donnerai deux exemples qui mettent en avant cette interaction. Pour faciliter la communication et l'échange entre les convives, il est conseillé de les placer à des tables rondes. Souvenez-vous de la chanson « Chevalier de la table ronde ». Des chercheurs canadiens ont d'ailleurs montré que des convives assis à une table carrée ou rectangulaire
ont tendance à être plus égoïstes. Je terminerai cette partie de mon exposé sur un dernier exemple, mettant en avant l'importance de l'environnement physique lors du partage de nourriture. Il y a quelques années, j'ai accompagné l'artiste belge Didier Mailleux et la décoratrice anglaise Caroline Carter-May dans la création d'un espace dédié à la forêt pour déguster le thé au sein d'un restaurant qui s'appelle Sketch à Londres. Quelques mois après l'inauguration de Glade, le propriétaire du restaurant Sketch m'a invité avec mon collègue Christophe Blecker, qui s'en souviendra, pour nous présenter un autre espace occupé par un artiste anglais, Martin Creed. L'espace de restauration décoré par cet artiste posait des soucis. Le chiffre d'affaires de ce restaurant était en baisse de plus de 20%. Martin Creed avait conçu un espace vraiment original. Toutes les pièces étaient différentes les unes des autres. Que ce soit les chaises, les tables, les verres, les assiettes, les couverts, les nappes. En questionnant, nous avons appris que les clients consommaient moins. Ils restaient moins longtemps assis, ils partaient plus fort, le niveau sonore étant supérieur à 85 décibels. En fait, le fait d'être dans un environnement où tout est différent nous empêche d'avoir des repères dans cet espace et provoque chez nous des peurs et des comportements d'évitement. Après réflexion, nous avons proposé de mettre dans le restaurant des panneaux anti-bruit. Et cette initiative a permis de réaugmenter le chiffre d'affaires de quelques pourcents. Outre la qualité et la durabilité des ingrédients qui peuvent être à la base de notre alimentation, ces quelques exemples montrent également l'importance du comportement et de l'environnement physique dans le cadre du choix alimentaire et du partage de nourriture. Mesdames, Messieurs, où allons-nous en matière d'alimentation? Il faut prendre garde de ne pas perdre notre mémoire et de ne pas déshumaniser notre alimentation. Choisir et manger un aliment dépend, comme je viens d'expliquer, de nombreux paramètres physiques, chimiques, environnementaux, comportementaux, sociaux, culturels. Il y a quelques années, une rencontre improbable a eu lieu, celle de mondes vraiment différents. Un chef étoilé, Sam de Gin, un jardinier, Benoît Bervac, un artiste peintre, Florimond Dufort, un agronome, moi-même, un chimiste, Christophe Blecker, et des personnes, des geeks, du Geek Festival, en l'occurrence Gilles Bassler, tous et toutes passionnés par l'alimentation et la cuisine. Nos échanges ont permis de mettre en évidence notre capacité collective à porter l'innovation dans le domaine de l'alimentation en tenant compte des ingrédients, de la cuisine, de l'expérience culinaire, mais aussi du comportement et de l'environnement physique. Nous avons ensuite expérimenté notre concept d'approche collective, à de nombreuses reprises en organisant ou en participant à des événements autour de l'innovation culinaire, à Milan par exemple, en Suisse, ou encore à Culinaria avec Sam de Gin, toujours en interaction directe avec les consommateurs, en consommant ici un avarin au verre de farine dans une coque comestible. Après quelques mois d'expérimentation, nous nous sommes lancés et nous avons fondé en 2016 l'un des 2 premiers Living Labs en Wallonie, le Smart Gastronomy Lab. La proposition de valeur du Smart Gastronomy Lab était de dédier un lieu où il est possible de croiser les compétences de chacun, du consommateur au chef cuisinier, mais également des équipements, les approches culinaires, pour stimuler l'innovation dans le domaine alimentaire. Avec une cuisine professionnelle, avec une salle de dégustation et un cooking lab consacré aux ustensiles et aux équipements de cuisine, le Smart Gastronomy Lab a pour fonction d'être un laboratoire d'usage pour les citoyens, les étudiants, les cuisiniers et tout porteur de projet dans le domaine alimentaire. En 5 années, l'équipe du Smart Gastronomy Lab a interagi avec plus de 100 chefs belges et français, a accueilli et coaché plus de 70 porteurs de projets de nouveaux aliments, de nouveaux procédés,
a organisé plus de 200 ateliers et formations pour faire découvrir de nouvelles tendances culinaires aux cuisiniers et aux porteurs de projets. Fort de l'expertise acquise, nous nous sommes ensuite dotés d'une part d'un laboratoire de recherche en sciences culinaires pour aborder des questions plus fondamentales sur la fermentation, la cuisson, les arômes, les textures, les couleurs, le choix et le comportement alimentaire. Et d'autre part d'un Fab Lab pour concevoir des équipements sur mesure destinés aux projets de recherche et au prototypage. Grâce à une approche collective et multidisciplinaire de la recherche et de l'innovation, nous avons établi des collaborations avec des laboratoires de recherche dans les domaines aussi diversifiés que la philosophie, la psychologie, la médecine expérimentale, la nutrition, la chimie, l'agriculture urbaine, la technofonctionnalité des aliments et la transformation digitale. Au Smart Gastronomy Lab, 3 thématiques en matière d'innovation sont privilégiées dans le domaine de l'alimentation. La naturalité des aliments, la personnalisation des produits alimentaires et la connectivité des aliments et des consommateurs. Nous abordons les 3 thématiques avec 2 approches disruptives, l'expertise et l'expérience culinaire et les technologies digitales. Notre première approche est la naturalité des produits, car de plus en plus, les consommateurs sont attentifs à la composition des aliments et à la qualité de leur environnement. Ils préfèrent des produits naturels, moins transformés par l'intervention humaine, sans ingrédients ou substances chimiques, respectueuses de l'environnement. Dans ce cadre, une des grandes tendances actuelles est la végétalisation des produits alimentaires. Sur base d'une nouvelle approche culinaire, le food pairing, inventé par Sandre Lejeune, nous assemblons des ingrédients en fonction de leur bonne compatibilité aromatique afin de concevoir des aliments contenant plus de protéines végétales ou avec un indice glycémique plus faible. C'est le cas, par exemple, sur cette illustration, de pâtes à tartiner au chocolat avec plus de 40% de légumes, ou encore de cette glace au maïs torréfié. Nous utilisons des méthodes culinaires ancestrales comme la fermentation des légumes pour revisiter les aliments et leur donner de nouvelles propriétés. Savez-vous qu'une fermentation de frites diminue la teneur en acrylamide lors de la cuisson et améliore la texture après cette cuisson? Notre deuxième approche est la personnalisation. En effet, les consommateurs prennent en considération de plus en plus les produits qui répondent plus spécifiquement aux attentes personnelles en matière de goût, de nutrition et de santé. Grâce aux nouvelles technologies digitales, notamment l'impression 3D, nous sommes capables de produire des aliments sous forme variée. Pour le fromage, pour les pâtes, les pommes de terre ou le chocolat. Nous étudions actuellement l'impact de la masse volumique et de la forme de la pièce produite sur les émissions d'arômes spécifiques. Dans le cadre de notre approche sur la personnalisation, nous travaillons également sur l'élaboration de nouveaux concepts culinaires en lien avec la santé. Nous l'avons appelé l'hypocratonomie, hypogastronomie. Il s'agit de la santé gastronomique. En interaction avec la chef Arabelle Merléan, des médecins nutritionnistes définissent des aliments cibles contenant des molécules ayant un effet préventif sur certaines maladies. Arabelle Merléan conçoit ensuite des recettes et des aliments équilibrés. L'objectif de l'hypocratonomie est de proposer des menus destinés aux personnes qui souhaitent prévenir ou atténuer les effets de certaines maladies. À titre d'exemple, voici une recette visant à renforcer la flore intestinale. Il s'agit de sardines millésimées au fenouil et au citron. Enfin, au sein du Smart Gastronomy Lab, nous sommes très attentifs à la connectivité, car grâce aux technologies digitales et aux objets connectés dans la vie quotidienne, les consommateurs ont la possibilité d'être connectés, d'interagir directement avec les agriculteurs, les producteurs, l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Ils deviennent des consommateurs. Depuis maintenant 3 ans, grâce au projet FEDER Smart Living, nous développons des objets connectés, comme des balances qui permettent d'évaluer les quantités de déchets produits, des plateaux-services
des verres connectés pour suivre dans le temps les quantités de boissons et de nourriture absorbées, pour évaluer le comportement du consommateur lors d'un repas. Toutes ces techniques peuvent être utilisées dans les cuisines, chez soi, mais aussi dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, pour mieux suivre les problèmes de déshydratation et de dénutrition. Comme je l'ai énoncé dans cet exposé, l'enjeu du futur de notre alimentation est de ne pas oublier le rôle primordial qu'a joué la cuisine dans la construction de l'humanité. L'objet du Smart Gastronomy Lab est clairement de privilégier l'innovation dans le domaine alimentaire, en tenant compte des ingrédients, de la qualité organoleptique, de l'expertise et de l'expérience culinaire, mais aussi, c'est très important, en tenant compte du comportement du consommateur et de l'environnement. Le Smart Gastronomy Lab rejoindra bientôt l'écosystème du Centre Terra au début de l'année prochaine, de l'année 2022. Le Living Lab migrera dans un nouveau bâtiment, avenue Maréchal Juin. Un restaurant connecté et expérimental d'environ 30 couverts devrait également voir le jour au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment dans le courant de l'année 2023. C'est le fruit de discussions que nous avons actuellement avec le chef Fabrizio Chirico du restaurant L'Atelier à Charleroi. Le nouveau bâtiment du Smart Gastronomy Lab se situe aussi juste à côté de la nouvelle brasserie de l'abbaye de Jambou. Un autre projet que nous avons initié avec les étudiants de la faculté et les anciens de Jambou il y a 5 ans. Celui de pouvoir produire la bière de l'abbaye de Jambou sur le campus de la faculté. Ce sera chose faite en juin 2022. Grâce à nos confrères Luc Ming, Christophe Baronein, Antoine Malingret, les trois je pense sont dans la salle, et le soutien de l'Université de Liège, le projet de construction de la brasserie arrive à bon port. Les premiers travaux ont débuté la semaine dernière, on peut s'en féliciter. Le centre de recherche Terra, le Smart Gastronomy Lab et son futur restaurant connecté expérimental, ainsi que la brasserie de l'abbaye de Jambou, réunis sur le campus de Jambou Agrobiotech, constitueront un complexe dédié à l'alimentation et à l'innovation culinaire unique en Wallonie. On peut également s'en féliciter. J'aimerais en guise de fin appliquer une des règles que j'ai énoncées dans mon exposé sur le comportement alimentaire. L'effet de la première et dernière bouchée, pour garder le souvenir d'une belle expérience gustative ce soir. Avec la brasserie d'Abbaye de Jambou, l'équipe du Smart Gastronomy Lab, que je remercie au passage pour tout le travail fourni, a préparé un tout nouveau concept pour vous et rien que pour vous. Il s'agit du Food and Beer Pairing. Le défi est de vous faire découvrir l'harmonie des saveurs boisées et des arômes de fruits des bois entre un cocktail brassico-vinicole et un dessert forêt noire à la betterave. Grâce à l'approche du food pairing, nous avons assemblé la betterave et le chocolat pour obtenir une concordance aromatique parfaite. Lors de la première bouchée, je vous invite à tenter d'identifier les arômes prédominants qui se dégagent. Les agrumes, les légumes, le bois, les épices, le fromage et le caramel. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous remercie. Je suis effectivement conscient que ça va être difficile de vous faire patienter encore quelques minutes avant d'arriver à la dégustation, mais rassurez-vous, on arrive en fin tout de même de cérémonie, donc encore un tout petit peu de patience pour pouvoir avoir ces dégustations. Donc la première bouchée arrive. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, en octobre 1988, un terrible accident coûtait la vie à 2 étudiants de Jambou Agrobiotech, Éric Daugimont et Dominique Van der Elst.
pendant qu'ils se trouvaient et se dévouaient au sein de la communauté estudiantine. Les familles et la faculté perpétuent le souvenir de ces deux personnalités en primant des étudiants dont le comportement met en exergue des valeurs d'humanisme, de solidarité et d'implication sociale qui sont au cœur des valeurs de notre institution. Nous parlons régulièrement de la notion de famille jean-bloutoise. Cette initiative en est l'une des illustrations. En effet, la coopération et l'altruisme, le fait de se rendre disponible pour les autres sans chercher l'avantage individuel, cela crée finalement un bénéfice réciproque. Faire le bien pour le bien lui-même, c'est en phase avec l'évolution biologique qui est orientée par des phénomènes d'interaction et de dépendance mutuelle. À l'université et dans la communauté estudiantine en particulier, c'est l'intégration de la notion de service que chacun peut rendre à l'autre qui correspond à la solidarité et qui crée la fonctionnalité de cette communauté. Les prix qui vont être remis ont pour objectif de récompenser d'une part des travaux réalisés par des étudiants de Jean-Blois Agrobiotech, mettant clairement en évidence les implications sociales, culturelles et humanistes, et d'autre part des étudiants particulièrement actifs dans l'aide à leurs collègues. Donc, je demanderai peut-être aux représentants du fonds de me rejoindre. Bien, donc pour la première partie, un prix de 2 000 € à partager a été attribué à Eva Jean-Baptiste et Arthur van der Linden, étudiants de master bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels pour leur réalisation dans le cadre d'un stage en République démocratique du Congo et intitulé « Participation au projet de mise en place du corridor écologique des Alpes ». Ils ne sont pas présents aujourd'hui puisqu'ils sont en voyage d'études. Je propose néanmoins de les applaudir. Trois prix de 300 € sont attribués cette année pour récompenser des étudiants particulièrement actifs dans l'aide à leurs collègues. Il s'agit tout d'abord de Lali Glacé. Elle a repris et permis la redynamisation j'y arriverai, de la commission Éric et Dominique en étant présidente durant 2 années consécutives. Elle a été aussi très investie dans le comité de baptême entre 2016 et 2021 et a contribué à diverses événements sur Jean Blou, dont notamment le célèbre Tracto Jean Blou. Donc je l'invite Lali à nous rejoindre. Bon, je vais maintenant appeler Myriam Quince, qui est la 2e lauréate. Elle a mené l'organisation du conseil d'éthique de l'association des étudiants pour lutter contre les violences sexuelles et promouvoir les bonnes valeurs dans notre faculté. Elle s'est investie dans la cellule également d'aide aux étudiants. Donc Myriam, si tu veux nous rejoindre. Bien, le dernier prix est attribué à Corsini Ngoy pour son dévouement et aux nombreux services rendus à la Maison Nord-Sud, notamment lors de l'accueil de nouveaux résidents qui viennent des pays du Sud. On peut effectivement souligner que c'était une aide précieuse, notamment pour gérer la mise en quarantaine des résidents atteints par le Covid-19 et évidemment toutes les exceptions qu'on a pu avoir. Donc j'invite Corsini à nous rejoindre.
Et il est temps d'arriver à la dernière partie de cette séance, et donc je vais inviter notre vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être, professeur Anne-Sophie Nissel. Il me revient donc de clôturer ce moment de rentrée académique 2021-2022. Alors je le fais au nom de Pierre Wolfer, qui m'a demandé de le remplacer, car il a dû choisir de représenter l'université à une cérémonie consulaire. J'imagine bien que vous êtes très déçus de me voir, mais moi je suis personnellement très heureuse d'être là. Et je profite de cette occasion qui m'est donnée. D'autant plus que votre cérémonie est très festive, que les étudiants y sont bien représentés et que de toute façon j'avais fort envie d'écouter mon collègue pour sa leçon inaugurale. C'est un grand plaisir de se retrouver toutes et tous en présentiel, comme on dit, après les 2 années difficiles que nous avons vécues. Nous avons été résilients et le mot a déjà été utilisé. Nous et vous, nous avons réussi à continuer, à maintenir cette continuité académique qui nous semblait importante et à maintenir aussi la relation, le lien avec les étudiants et entre nous, malgré toutes les difficultés vécues et connues. Et ce qui a permis cette résilience, à mon sens, c'est fondamentalement la solidarité qui a été exprimée à tous les niveaux. Et je voudrais dire simplement que cette solidarité, il faudrait qu'on la garde cette année. Je pense que ce que nous a appris cette pandémie, une chose en tout cas qu'elle nous a appris, c'est que des choses qu'on n'imaginait pas arrivent. Et même en absence de catastrophe, il y a de nombreux défis qui sont devant nous la prochaine année. Et un des chantiers, un gros chantier, est l'enseignement et le numérique. Hier, j'organisais une journée de réflexion sur cette thématique auquel vous avez été associés, puisque chaque faculté donc, a construit cette réflexion en amont. Et je souhaite et je tiens vraiment à ce que ce chantier soit coopératif. Et chaque faculté puisse apporter évidemment sa philosophie, sa vision de l'enseignement et du numérique, plutôt que simplement un chantier que l'on construit en top-down. Un autre chantier qui me tient à cœur, et vous l'avez peut-être vu, c'est la lutte contre les discriminations de toutes les formes. C'est une action de longue durée. Je regarde les étudiants parce que vous en avez parlé aussi. C'est une action de longue durée qui implique un changement de l'université elle-même. Une université qui se doit d'être beaucoup plus inclusive, d'être plus ouverte, où il me semble que la diversité peut être reconnue comme un atout pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement. En ce qui me concerne, et pour terminer, parce que je vais faire très court, je perçois l'excitation de la dégustation. Et si je veux conclure en me disant quels sont les défis peut-être qui me concernent le plus, je peux penser au changement climatique, dont nous avons eu malheureusement des impacts cet été, le changement climatique et le développement durable. Au début de mon mandat, j'ai souhaité que soit organisé un cours sur cette thématique accessible à tous les étudiants et toutes les étudiantes. C'est chose faite grâce à la mobilisation des doctorants, des chercheurs des différentes disciplines, mais aussi grâce à l'énergie d'Aurore Degré, qui est en charge de l'organisation pratique de ce cours. Et nous pouvons aussi, l'institution peut aussi compter sur votre participation, je pense, à la réflexion beaucoup plus générale qu'elle a commencé à entamer sur son rôle dans l'écosystème
l'écosystème territorial, dans l'écosystème de l'innovation. Et il me semble que le hasard fait bien les choses. En effet, cette année est aussi une année d'élection rectorale. Et ces élections rectorales sont toujours, à mon avis, l'occasion d'ouvrir les débats. Et on va certainement trouver la place pour débattre de ces questions primordiales. Voilà. Bonne rentrée à tous et merci. Sur l'épaule gauche, main sur le cœur. Oh amis, il faut oublier les bagages, laissez ici professeurs et bouquins. La liberté, ce fut notre apanage. Célébrons-la. Célébrons-la et que demain encore retentissent les refrains les plus doux, puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de Jean-Loup. Puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs de Jean-Loup. Oh, si je rêvais macrobite, tu ne connus toutes nos tribulations. Tu fus l'exemple d'un tas d'appendicites, et c'est ma foi une consolation. T'as préféré garder tes avantages, du dieu Eros, t'as barré le coup, t'as fait le malin, t'as voulu rester sage, t'as pas connu les voluptés